dans ce webinaire avec Maiko. Je vais juste attendre encore environ 30 secondes, car pas mal de personnes sont en train de rejoindre le webinaire. Donc, j'attends encore 30 secondes et ensuite nous allons commencer. Très bien, commençons. Nous avons un bon groupe réuni ici aujourd'hui pour cette présentation. Merci de vous joindre à MECO pour cette journée mondiale de l'audition et ce webinaire sur la façon d'améliorer le diagnostic auditif chez les enfants. Je m'appelle Carrie Browning et je serai la modératrice de ce webinaire. J'ai le plaisir de vous présenter nos intervenants. Le premier est le docteur Jeff Lacour. Il est otorhinolaryngologiste et exerce actuellement à Hammond, en Louisiane, depuis plus de 10 ans. Dr. Lacour a identifié un besoin crucial de combler le fossé entre les soins spécialisés et les soins primaires en créant une plus grande collaboration entre les disciplines. Alliant cette vision à sa passion pour l'enseignement, il a fondé Compassio Medical Education en 2021 afin de doter les professionnels de la santé de compétences pratiques et de favoriser une coopération plus étroite au sein de la communauté médicale. Notre deuxième présentatrice est le Dr. Gabrielle Merchant. Dr. Merchant est audiologiste, spécialiste de l'audition et directrice du laboratoire de physiologie et de perception auditive translationnelle de l'Hôpital national de recherche de Boys Town. Son laboratoire est particulièrement axé sur la pédiatrie, la perte auditive de transmission et l'admittance acoustique à large bande. Elle est passionnée par son travail et par les efforts visant à soutenir la transposition de ces mesures dans la pratique clinique. Avant de commencer, il y a juste quelques points à retenir. Veuillez noter que ce webinaire est enregistré pour une consultation ultérieure et nous le mettrons à disposition à la fin de la présentation. Nous l'enverrons à tous les participants. Merci encore à nos intervenants, Dr. Jeff Lacour et Dr. Gabrielle Merchant. Si vous souhaitez ajouter des sous-titres en direct à cette présentation, c'est tout à fait possible. Il vous suffit d'aller en haut de votre écranet, de sélectionner l'icône Plus. Ensuite, vous pouvez sélectionner la langue et la synthèse vocale, puis les sous-titres en direct ou vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez utiliser. Et enfin, nous aurons une session de questions-réponses à la fin de cette présentation. Si vous le souhaitez, tout au long de la présentation, allez en haut et sélectionnez l'icône Q&R, puis tapez vos messages. Nous pourrons alors répondre à ces questions à la fin de la présentation. À présent, j'aimerais passer la parole au Dr. Lacour, notre premier présentateur. Merci beaucoup, Carrie et Dr. Merchant. C'est un plaisir de me joindre à vous. Ce sujet me passionne sincèrement. Mon objectif aujourd'hui est donc de sensibiliser le public aux problèmes internationaux que nous rencontrons en matière de diagnostic de l'oreille lorsqu'on utilise uniquement l'otoscopie. Lorsqu'il s'agit de diagnostiquer une otite moyenne aiguë ou une otite moyenne avec épanchement ou simplement la présence de liquide derrière le tympan, l'utilisation de l'otoscopie seule n'est pas suffisante. Et ce que je veux vraiment souligner aujourd'hui, c'est sensibiliser à ce problème. Je veux montrer à quel point nous sommes incohérents et imprécis en tant que pays et en tant que communauté internationale lorsqu'il s'agit de se fier uniquement à l'otoscopie et combien nous avons besoin de disposer d'un point de données objectif en plus de l'otoscopie pour améliorer notre diagnostic. Et puis, mon espoir est d'inspirer chacun d'entre vous à faire partie de la solution. Pour y parvenir, nous avons besoin de l'otoscopie associée à la tympanométrie, qui nous fournit ces données objectives pour aider à résoudre ce problème. Donc, la première chose que je veux faire, c'est examiner cette étude. Cette étude est très complète.
Dans cette étude réalisée en 2015, il y avait 222 cliniciens répartis sur 25 sites différents. Il s'agissait tous de professionnels de santé pédiatrique. Ils ont examiné la raison la plus fréquente pour laquelle les enfants étaient vus et traités avec des antibiotiques. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que la raison la plus fréquente était l'otite moyenne aiguë. Cela ne devrait surprendre aucun d'entre nous, n'est-ce pas? C'était la raison la plus fréquente, le diagnostic le plus courant et la principale raison de prescrire un antibiotique. Et ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont standardisé les patients selon l'âge, le sexe, l'origine ethnique et le statut socio-économique. Prenons un exemple appelé Billy. Si Billy allait à la clinique A, comment Billy était-il traité? Et ensuite, si Billy allait à la clinique Actor I, comment était-il traité? Même patient, différents cliniciens, n'est-ce pas? Alors, regardons les données. Si Billy allait à la clinique A, voici à quelle fréquence il allait être diagnostiqué avec une otite moyenne aiguë et recevoir un antibiotique. Mais s'il allait à la clinique I, il y avait presque 3 fois plus de chances qu'il soit diagnostiqué avec une otite moyenne aiguë et qu'on lui prescrive un antibiotique. Donc ces données elles devraient vous choquer, non? Cela signifie qu'il y a une variance de 300%. Ce sont pourtant des cliniciens sous la même enseigne. Mais si Billy allait à la clinique I, il avait 3 fois plus de chances d'être diagnostiqué avec une otite moyenne aiguë et de recevoir un antibiotique que s'il allait à la clinique A. D'accord, cela met en évidence à quel point il existe une grande variance dans le diagnostic de l'otite moyenne aiguë. Alors, qui a raison? Et si ces personnes ici en bas avaient raison? Et si, dans la clinique A, ceux qui ont un score inférieur à 10 étaient en réalité les plus précis, ou si la clinique IG était plus précise? Ce que je veux montrer ici, c'est que nous ne sommes pas cohérents dans ce diagnostic et que c'est très subjectif selon ce que nous voyons. Et je vais expliquer pourquoi il y a une telle variance dans cette situation. Donc, diapositive suivante, s'il te plaît, Carrie. Et si tu peux, clique là-dessus. Ce que cela montre, c'est un enfant d'1 an, un de mes patients atteint d'otite moyenne aiguë. Et vous pouvez voir cette membrane tympanique bombée. Et si vous pouvez réellement voir les pulsations du tympan dues à l'otite moyenne, ce ne sont pas ceux-là que nous manquons, n'est-ce pas? Si l'enfant est assez calme et tranquille pour nous laisser regarder, c'est ce que nous voyons. Celui-ci est facile, non? Et si tu peux, clique sur la suivante. Très bien, ceux-là aussi sont assez simples, non? Ici, nous observons la membrane tympanique gauche. Il y a du liquide avec un ménisque de liquide juste ici. On peut le voir, on peut même voir une bulle. Et celle de droite, c'est un épanchement ambré très évident. Et on regarde ça, on le compare à l'autre côté, c'est assez évident. D'accord, mais qu'en est-il de ces prochaines diapositives? Donc, ce sont des membranes tympaniques, ce sont tous mes patients. Donc, dans les images présentes sur cette diapositive, je regarde ces tympans avec un endoscope haute définition. Je suis à environ 3 ou 4 mm du tympan. Et pour tous ces patients, on ne peut pas vraiment dire ce qu'il y a derrière le tympan. Alors commençons par le coin supérieur gauche. Ce patient m'a été présenté et on lui avait dit qu'il avait du liquide derrière le tympan. Et cela ressemble à du liquide. On dirait qu'il y a des bulles derrière le tympan, n'est-ce pas? Mais ce que l'on voit sur le tympan, c'est en réalité quelque chose qu'on appelle la myringosclérose, qui est une calcification du tympan. Et cela donne l'illusion qu'il y a des bulles derrière le tympan. Donc en réalité, ce n'est pas du liquide. Celui du milieu, sur la rangée du haut, m'a été présenté comme un cholestéatome. En fait, il s'agit simplement d'une myringosclérose plus agressive. Et il n'y a en réalité rien derrière le tympan. Mais peut-on vraiment affirmer qu'il n'y a rien derrière le tympan uniquement avec l'otoscopie? En haut à droite. On m'a présenté cela comme une perforation du tympan. D'accord. Eh bien, nous avons utilisé une tympanométrie et avons prouvé qu'il n'y avait pas de trou dans le tympan. Nous y reviendrons dans un instant. En bas à gauche, c'est un cas difficile. Il y a beaucoup de myringosclérose. Mon infirmière praticienne pensait qu'il s'agissait d'une perforation du tympan. Ce n'est pas une perforation. Et en réalité, il n'y a rien derrière le tympan. Mais comment peut-on le savoir en utilisant uniquement l'otoscopie, n'est-ce pas? Le bas au centre présentait beaucoup de cicatrices. Il est difficile de voir ce qu'il y a derrière. D'accord, j'ai dû utiliser la tympanométrie pour voir qu'il n'y avait rien derrière le tympan, et nous y reviendrons dans un instant. Et enfin, celui en bas à droite, j'étais convaincu qu'il avait une infection de l'oreille. Le tympan est rouge. Vous savez, on peut voir que l'umbo est assez rouge. Le tympan lui-même a plutôt l'air, disons, il ne semble pas qu'il bougerait très bien. Mais effectivement, j'ai fait une tympanométrie sur ce patient et c'était un tympanogramme de type A.
Donc, ce que je veux montrer avec cette diapositive, c'est que peu importe la qualité de votre otoscopie, peu importe la qualité de votre otoscope, il existe aujourd'hui de nouveaux otoscopes très précis avec des images de très bonne qualité, mais au final, peu importe à quel point il est performant. Si vous n'avez pas de données objectives pour vous montrer comment le tympan bouge, vous ne pouvez vraiment pas savoir ce qu'il y a derrière ces tympans. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Nous voulons maintenant vous montrer ce qu'est exactement la tympanométrie. Et si tu peux augmenter le volume, s'il te plaît, Carrie. Je pense que tu es peut-être en mode silencieux, Carrie. On n'entend toujours rien ici. D'accord. Je pense que nous devons peut-être... Partager le son. Donc, je pense que tu es toujours en mode silencieux, Mary Carey. Ça devrait fonctionner quand je lance la lecture ici, mais essayons encore une fois. Je m'excuse. Et pas de souci si ça ne marche pas. On peut... On va essayer encore une fois. Laisse-moi réessayer une fois de plus. Donc, ce que nous avons ici, c'est un tympanomètre. Un tympanomètre peut nous indiquer l'état du tympan ainsi que celui de l'oreille moyenne. Y a-t-il du liquide dans l'oreille moyenne ou y a-t-il un trou dans le tympan ou est-il intact? Et ce que nous avons ici, c'est essentiellement une petite sonde. Pour les patients adultes, nous avons des sondes plus grandes et pour les patients pédiatriques, nous avons des sondes plus petites. Ce qui se passe, c'est que nous allons placer le tympanomètre dans le conduit auditif. Il va envoyer une onde ou une onde sonore et il enregistrera le mouvement du tympan. Ce que je veux faire maintenant, c'est simplement soulever l'hélix ici. Nous allons entrer et je vais l'orienter directement vers le nez. Donc, il a eu un joli tympanogramme de type A. Cela signifie que son tympan est intact. Ah, et il n'y a pas de liquide derrière le tympan et il n'y a pas de trou dans le tympan. Parfait. Merci, Carrie. Tu peux passer à la diapositive suivante. Ce qui est bien avec la tympanométrie, c'est que ton assistant médical peut le faire. La personne qui installe ton patient peut le faire. Cela prend environ 10 à 15 secondes et c'est très bien toléré. Ça ne prend réellement que très peu de temps. Il a fallu environ 10 secondes pour obtenir une courbe. Et à quel point est-ce compliqué? Est-ce difficile d'interpréter les résultats? C'est assez simple. En haut à gauche, c'est un tympanogramme de type A. D'accord. Et il y a un tympan qui correspond à cela. Cela signifie que la pression dans le conduit auditif est égale à la pression derrière le tympan. Donc, quand vous obtenez un joli pic, cela montre simplement comment le tympan bouge. D'accord, si vous voyez un joli pic comme ça, peu importe à quoi ressemble le tympan. Il n'y a rien derrière cette oreille moyenne. Et devinez quoi? Ces 6 tympans de ma diapositive précédente présentaient tous un tympanogramme de type A, donc aussi impressionnant et affreux qu'il puisse paraître, il ne contenait rien dans l'oreille moyenne. D'accord, le type C correspond davantage à une membrane tympanique rétractée, ce qui indique qu'il s'agit d'une membrane tympanique rétractée. Le deuxième, il y a une pression négative derrière le tympan, dans l'espace de l'oreille moyenne, et le tympan est donc rétracté. La troisième est une membrane tympanique plate. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le tympan ne bouge pas. Lorsque la pression pénètre dans le conduit auditif, le tympan ne bouge pas. Donc c'est une ligne plate. Et alors, que se passe-t-il s'il y a un trou dans le tympan? Eh bien, c'est logique. Il ne va pas non plus bouger, donc vous allez obtenir une ligne plate, mais faites attention au volume. On voit ici un volume de 4,83 contre 0,51 dans le cas précédent. D'accord? À partir d'environ 2 mélés, si la valeur dépasse 2, cela signifie qu'on additionne le volume du conduit auditif avec celui de l'oreille moyenne. Et donc, si c'est supérieur à 2, cela vous montre qu'il y a un trou dans le tympan. Ou, si l'enfant a un drain qui est perméable, cela signifie que le drain est perméable. Ou, autrement dit, qu'il y a un trou dans le tympan, d'accord? Mais c'est tout. C'est tout ce que vous devez savoir, d'accord? Si c'est plat, il y a quelque chose derrière le tympan. S'il y a un pic de type A, il n'y a rien derrière le tympan.
Si c'est un type C rétracté, alors le tympan est aspiré vers l'intérieur. Oui, les enfants peuvent avoir un problème. Ils peuvent avoir une certaine perte auditive à cause de cela, donc c'est quelque chose à surveiller. Mais cela vous donne des données objectives plutôt que de simplement regarder et espérer que vos yeux ne se trompent pas. Ce que nous venons de voir n'est pas si précis. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Très bien. Donc, en Amérique, et je le précise, les recommandations et les études que j'utilise sont américaines, mais il s'agit d'un problème international. En discutant avec des collègues, c'est partout dans le monde, n'est-ce pas? Mais que dit l'Académie américaine de pédiatrie? En ce qui concerne le diagnostic de l'otite moyenne aiguë, ils disent que les cliniciens ne doivent pas diagnostiquer une otite moyenne aiguë chez les enfants qui ne présentent pas d'épanchement de l'oreille moyenne. Sur la base de l'autoscopie pneumatique et ou de la tympanométrie. Eh bien, l'autoscopie pneumatique est excellente. Espérons que nous l'avons déjà vue, ou peut-être l'avons-nous utilisée nous-mêmes. L'autoscopie pneumatique est excellente. Le problème avec l'autoscopie pneumatique, c'est que parfois, on n'obtient pas une bonne étanchéité et cela reste assez subjectif, d'accord? Je sais que moi-même, si je n'obtiens pas une bonne étanchéité et que je souffle un peu d'air, si je ne vois pas de mouvement, cela ne veut pas dire qu'il y a quelque chose dans l'oreille moyenne. Cela peut simplement vouloir dire que je n'ai pas eu une bonne étanchéité, mais la tympanométrie me donne ces données objectives. Diapositive suivante, s'il te plaît, Carrie. Très bien, donc dans les deux cas, l'autoscopie pneumatique et la tympanométrie sont les deux seules façons de vérifier réellement la mobilité du tympan, d'accord? Comment ça se passe? Comment notre pays s'en sort-il aux États-Unis? Pas très bien, d'accord? Cette étude, réalisée en 2019, était une étude rétrospective et elle a examiné 474 cas d'otite moyenne aiguë. Et ce qu'elle a montré, c'est que seulement 28 des 474 cas mentionnaient en fait la mobilité de la membrane tympanique. Cela signifie donc que moins de 6% des cas utilisaient soit la tympanométrie, soit l'autoscopie pneumatique. Et si on revient à l'étude initiale, ce n'est pas obligatoire, mais si on y retourne, c'est pour cela qu'il existe une énorme variation de 300% dans ce que les professionnels de santé diagnostiquent, ou non, comme une otite moyenne aiguë. Et devinez quoi? L'otite séreuse, ou simplement la présence de liquide dans l'oreille moyenne, est en réalité plus souvent mal diagnostiquée que l'otite moyenne aiguë, parce qu'il n'y a pas ce pu pour s'y référer. C'est juste une sorte de liquide banal, n'est-ce pas? Donc, mon espoir en présentant cela, c'est que nous avons vraiment besoin de directives, nous avons vraiment besoin d'un autre point de données pour nous aider à poser ces diagnostics. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Très bien. Alors, pourquoi passons-nous à côté de ces cas? D'accord, il y a plusieurs raisons, n'est-ce pas? Quand on regarde si un enfant pleure, imaginez ceci. Nous avons tous vu un enfant de 2 ans qui vient avec de la fièvre et qui se tire l'oreille. Et quand vous regardez, ils sont en train de pleurer ou ils viennent de pleurer et vous observez. Et la membrane tympanique est rouge, n'est-ce pas? Eh bien, la membrane tympanique devient rouge chaque fois qu'un enfant pleure. Donc, le journal des maladies infectieuses pédiatriques a dit que nous devrions vérifier la mobilité, nous devrions utiliser l'autoscopie pneumatique ou la tympanométrie, n'est-ce pas? Ou bien cet enfant qui nous lance juste un regard d'une demi-seconde, il est en colère. Sa mère ou son père essaie de le tenir. Nous n'arrivons pas à bien voir. Ça m'arrive tout le temps. Et nous n'avons pas une bonne vue. On voit peut-être une membrane tympanique rouge. Et c'est tout. Il y a de fortes chances qu'on leur prescrive un antibiotique. Si on se base seulement sur ce regard et sur le point de vue des parents, ils disent que l'enfant est mal en point et qu'il a de la fièvre. Mais ce n'est pas suffisant. La bonne nouvelle avec la tympanométrie, c'est que les enfants la tolèrent très bien. Cela ne dure que quelques secondes et c'est presque comme une petite sonde de thermomètre où ils restent assis sans avoir l'impression que le soignant s'approche d'eux. Le soignant reste debout et il la tolère vraiment très bien. Ligne suivante, d'accord. Qu'en est-il de l'otite moyenne avec épanchement ou de l'otite séreuse? Le docteur Merchant va aborder ce sujet dans la prochaine partie du webinaire. Mais la Société d'autorinolaryngologie d'Amérique dit que les cliniciens devraient réaliser une tympanométrie chez les enfants chez qui l'on suspecte une otite moyenne avec épanchement et pour lesquels le diagnostic reste incertain après avoir effectué une otoscopie pneumatique. Nous en avons déjà parlé. Et peu de gens utilisent cette méthode, mais l'essentiel est que c'est fortement recommandé. Pourquoi est-ce fortement recommandé? Si nous ne sommes pas certains, et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, il nous arrive souvent de ne pas être certains, n'est-ce pas? Je sais que c'est mon cas et je ne jette la pierre à personne. J'utilise la tympanométrie 3 à 4 fois par jour et je me suis trompé de nombreuses fois sur ce que je pensais avoir vu à l'autoscopie alors que la réalité était différente, d'accord? Mais pourquoi notre académie recommande-t-elle si fortement cela?
Cela a à voir avec les retards de développement dont le docteur Merchant va aborder ce qui se passe si nous passons à côté de cela. Et des enfants vivent avec du liquide derrière leur tympan. Passons à la diapositive suivante. Très bien. Alors, quels sont les chiffres? L'otoscopie seule en termes de sensibilité et de spécificité pour détecter un épanchement dans l'oreille moyenne. Donc, la présence de liquide derrière le tympan est d'environ 61%. La sensibilité et la spécificité de la tympanométrie ont été estimées à 90% et respectivement 86%. La sensibilité et la spécificité pour l'autoscopie pneumatique sont de 93% et 58%. Mais lorsque vous combinez l'autoscopie et la tympanométrie, la sensibilité et la spécificité dépassent 90%. Et c'était mon point tout à l'heure, nous avons besoin d'une donnée objective et l'autoscopie est excellente. Mais quand on ajoute la tympanométrie, notre degré de certitude augmente et cette large variabilité d'environ 300% se réduit. De cette manière, si cela devient la norme de soins. Diapositive suivante. Voici une étude que nous avons réalisée à l'Université du Colorado dans un service de soins d'urgence et ces données seront présentées à la conférence nationale en mai. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons examiné les patients venant pour des problèmes auditifs aux urgences, d'accord? Et nous avons regardé si la tympanométrie modifiait notre diagnostic et si elle changeait le traitement. Et sur 116 patients, lorsque l'appareil a été utilisé, le test a été réalisé, cela a modifié le traitement ou le diagnostic 60 fois. Cela signifie que 52% des patients ont vu soit leur traitement, soit leur diagnostic changer. Et puis, lorsque nous avons examiné la prescription d'antibiotiques, si vous utilisez le tympanomètre, 75,6% des patients ont reçu un antibiotique contre 91,8% si nous n'utilisions pas le tympanomètre. Ce que cela montre, c'est que nous avons naturellement envie de faire plaisir. Nous voulons naturellement faire plaisir aux parents. Nous voulons naturellement faire plaisir aux patients. Mais il se peut que nous leur fassions plaisir avec un mauvais diagnostic et avec un antibiotique inapproprié. Et donc, par exemple, chez les enfants, vous savez, quand ils viennent et qu'ils ont mal à l'oreille, l'une des raisons les plus courantes de la douleur à l'oreille, quand il se passe quelque chose dans la gorge, c'est une douleur référée à l'oreille provenant de la gorge. Donc, c'est l'une des choses que cela montre simplement. Si nous commencions à faire cela, nous serions surpris de voir à quel point cela changerait notre pratique. Diapositive suivante. Très bien. Alors, comment cela fonctionne-t-il? Et s'il y a du cérumen dans le conduit auditif? Et s'il y a un tube dans le conduit auditif? Si le conduit auditif est encore ouvert à environ 30 à 40%, le tympanogramme, le tympanomètre fonctionnera toujours. Vous pouvez voir que c'est l'un de mes patients. Son tube a été expulsé. Je n'étais pas sûr qu'il y ait quelque chose derrière le tympan, alors j'ai pris un tympanomètre, un tympanogramme. Regardons cela. Voici notre adorable patient de 4 ans qui a déjà eu 2 fois des drains. D'accord, il avait une otite séreuse récidivante, ce qui entraînait une perte auditive. Donc il a eu des drains, mais malheureusement, lorsqu'il est venu aujourd'hui, les drains étaient sortis et je ne pouvais pas dire s'il avait du liquide ou non. Nous avons donc fait un tympanogramme et nous pouvons voir un tympanogramme plat de type B. Très souvent, lorsque les patients ont eu des drains ou même simplement du cérumen, il est difficile de savoir s'il y a du liquide ou non, mais le tympanogramme permet généralement de déterminer s'il s'agit de liquide ou d'un tympanogramme de type A, donc normal. Dans son cas, c'est un type B plat, donc nous savons qu'il a du liquide. Il est donc important pour moi de le revoir dans 3 mois afin de m'assurer que le liquide s'est résorbé. Et si le problème persiste, il devra passer un test auditif pour déterminer s'il a besoin d'une nouvelle paire de tubes. Et avec le docteur Merchant, nous y reviendrons dans un instant. Donc, vous voyez bien que je n'aurais pas pu le dire, et ainsi le tympanomètre a pu me fournir un tracé. D'accord, je vois. Il faut que je vérifie que tout soit bien terminé. Diapo suivante, s'il vous plaît, attention. Et voici mon adorable patient. C'est l'un de ceux dont je parlais tout à l'heure. 2 à 3 jours de fièvre, elle se tirait les oreilles, était irritable la nuit, avait le nez bouché. Je n'ai eu qu'une demi-seconde pour regarder. Le tympan était rouge. Je n'étais pas sûr à 100%. Alors, elle m'a laissé mettre le tympanomètre et il m'a donné une courbe plate de type B. Donc oui, c'était son 4e épisode d'otite moyenne. Donc elle avait effectivement besoin de drain tympanique, mais regardons-la de plus près. Très bien, nous avons donc cette adorable patiente d'1 an qui a déjà eu 4 épisodes d'otite moyenne. Et quand j'ai regardé, elle m'a littéralement laissé à peine une demi-seconde pour examiner chaque oreille, parce qu'elle n'aimait pas ça. Donc je n'étais pas sûr. J'ai vu un érythème du tympanogramme des 2 côtés, mais il n'y avait pas de bombement ni rien de ce genre. Donc, pour confirmer cela, j'ai fait un tympanogramme. D'accord. Le tympanogramme, elle m'a donné un tympanogramme de type B des 2 côtés. Je ne sais pas si vous pouvez voir cela. Un tympanogramme de type B des 2 côtés. Alors,
Pourquoi cela m'aide-t-il? Eh bien, maintenant, je sais qu'elle n'a pas simplement le tympan rouge parce qu'elle pleure. En fait, merci. Il s'agit d'un érythème d'otite moyenne avec un tympanogramme plat de type B. Donc, oui, elle a eu 4 épisodes d'otite moyenne en un an, donc elle a effectivement besoin de drain, mais c'est un point clé. Si vous n'arrivez pas à bien voir dans l'oreille d'un enfant, c'est essentiel pour confirmer la présence ou l'absence de quelque chose dans l'oreille moyenne. Tous les ORL et audiologistes à qui j'ai parlé ne comprennent pas pourquoi ce n'est pas la norme de soins dans chaque cabinet pédiatrique, chaque cabinet de soins primaire. Nous l'utilisons tout le temps en tant qu'ORL et audiologiste. Et notre espoir à travers ce message, c'est que nous devons faire mieux en tant que monde et en tant que communauté internationale pour donner les bons antibiotiques aux bons patients et poser les bons drains aux bons patients. Très souvent, des patients se voient poser des drains alors qu'ils ne devraient pas en avoir parce qu'on leur diagnostique toutes ces otites moyennes qui ne sont pas réelles. D'accord? Je vais donc passer la parole au Dr. Merchant pour qu'elle vous explique certains des effets à long terme de cela. Eh bien, bonjour à tous. Merci beaucoup de me permettre de participer à ce webinaire. Je suis vraiment ravie d'être ici et d'avoir l'opportunité avec le docteur Lacour de parler de l'importance capitale de réaliser une tympanométrie et de bien poser le diagnostic de otite moyenne. Et donc, comme Carrie l'a mentionné dans sa belle introduction, je suis audiologiste et chercheur en audition, donc j'aborde vraiment ce sujet sous un angle un peu différent de celui d'un ORL médical, par exemple. Et donc, tandis que le docteur Lacour, je pense, a vraiment bien mis en avant l'importance d'un diagnostic précis, notamment en ce qui concerne la gestion raisonnée des antibiotiques et ce genre de choses. L'angle sous lequel j'aborde le plus souvent ce sujet, c'est en pensant à la perte auditive qui peut être associée à l'otite moyenne. Donc, l'otite moyenne peut provoquer une perte auditive chez les enfants. Et en fait, c'est même la principale cause de perte auditive chez les jeunes enfants. Et comme le docteur Lacour l'a mentionné, nous avons ces recommandations de pratique clinique aux États-Unis et celles qui concernent spécifiquement la pose de drain ou la gestion de l'otite moyenne en général. Il est dit que si un enfant présente une otite moyenne avec épanchement qui persiste pendant 3 mois ou plus, il doit passer un test auditif. Et cela parce que nous reconnaissons que ces enfants peuvent avoir une perte auditive. Donc, ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, ce sont des données qui mettent en évidence pourquoi il est important de penser à cette perte auditive et pourquoi il est essentiel d'établir un bon diagnostic. Vous pouvez passer à la diapositive suivante, Carrie. Vous voyez ici 3 images. Celle tout à gauche est en quelque sorte un schéma de ce qu'est un audiogramme. C'est ce que nous utilisons pour représenter la perte auditive en tant qu'audiologiste et ORL. Ici, l'axe des X en haut va des sons graves aux sons aigus. Sur l'axe des Y, les sons vont du plus faible en haut au plus fort en bas. Une personne avec une audition normale aura des marqueurs dans cette zone jaune indiquant une audition normale sur toutes les fréquences, même pour des sons très faibles. Et à mesure que l'on observe une perte auditive croissante, il faut augmenter le volume pour que les enfants puissent l'entendre. Vous allez voir ces marques descendre progressivement sur le graphique. Ainsi, au centre, ce que vous voyez ici, ce sont différentes réponses provenant à la fois d'enfants qui n'ont pas d'antécédents d'infection de l'oreille ou d'otite moyenne récente. Et ce sont les marques que vous voyez en noir. Et les 3 autres ensembles de données proviennent d'enfants ayant différents types d'otite moyenne ou en fait, dans ce cas, différentes quantités de liquide dans leur oreille moyenne. Mais le message principal que je veux que vous reteniez de cela, c'est que comparé aux enfants sans otite moyenne avec épanchement ou sans antécédent récent de cela, les enfants qui ont eu un antécédent récent d'otite moyenne ou qui ont encore un peu de liquide dans leurs oreilles ont tous une mauvaise audition. Il y a donc quelques groupes d'enfants qui ont un peu moins de liquide dans leurs oreilles. Donc, il reste du liquide, mais l'oreille moyenne n'est pas complètement remplie. Ces enfants présentent alors une perte auditive légère. À la limite, une perte auditive faible, mais bien présente. En réalité, on voit aussi certains enfants, ceux qui apparaissent en turquoise ou en vert sur le graphique, chez qui, au moment où l'on a posé les drains, il n'y avait déjà plus de liquide mesurable dans l'oreille moyenne. Nous appelons ces oreilles des oreilles claires. Ce sont des oreilles qui peut-être n'avaient finalement pas besoin de la pose de drain, mais ils restent tout de même à la limite d'une perte auditive normale. Ils entendent donc moins bien que leurs camarades normaux entendants. Et les enfants à surveiller sont ceux en bas du graphique. Donc ceux en rose. C'est courant chez les enfants avec des drains ayant une perte auditive importante, soit une perte de 40 à 45 décibels. C'est une perte auditive conductrice modérée. Ces enfants entendent un peu comme s'ils étaient sous l'eau. Donc, cela va vraiment être perceptible pour eux. Mais le message clé à retenir aujourd'hui,
C'est à quel point la perte auditive peut être importante et qu'il peut y avoir toutes sortes de situations intermédiaires. Cette plage de perte auditive est possible si un enfant a un tympan plat et un peu de liquide dans l'oreille. Et donc, encore une fois, l'image à droite sert juste à souligner que la parole normale se situe autour de 45 à 50 décibels selon l'enfant. Donc, si les sons les plus faibles qu'un enfant entend sont à 40 ou 45 décibels, il ne retire pas grand-chose, même d'une conversation à un niveau sonore moyen. C'est une perte auditive assez importante. Tu peux passer à la diapositive suivante, Carrie. L'autre chose à laquelle je pense beaucoup et qui me semble importante à garder à l'esprit, c'est que la perte auditive et la présence de liquide dans l'oreille sont très variables chez ces enfants. Et cela peut vraiment influencer, je pense, les effets à long terme. Et encore une fois, cela souligne pourquoi il est vraiment important d'avoir une grande précision diagnostique dans le suivi de cette situation. Cette variabilité n'est pas visible à l'œil nu. Un épanchement peut toucher une oreille ou les deux. Des études montrent d'ailleurs l'absence de corrélation entre les deux côtés. L'état d'une oreille peut donc différer totalement de l'autre. Vous ne savez pas ce qui se passe dans les deux oreilles, même si c'est présent dans les deux oreilles, cela peut être très différent d'une oreille à l'autre. Vous pourriez donc avoir un épanchement partiel dans une oreille avec juste une légère perte auditive et un épanchement complet dans l'autre oreille avec une perte auditive importante. Encore une fois, il peut y avoir toutes les situations intermédiaires. Et nous voyons beaucoup d'asymétrie entre les oreilles chez ces enfants. La perte auditive peut avoir des degrés de gravité différents, et vous pouvez à nouveau observer différents niveaux de gravité sur d'autres parties du spectre de cette affection. Les caractéristiques, la viscosité peuvent être très différentes, la quantité d'épanchement peut être très différente, et toutes ces caractéristiques peuvent fluctuer et apparaître ou disparaître sur des périodes de quelques jours, semaines ou mois. Je pense que parfois on se dit « Oh, ils ont une infection de l'oreille ». Puis, quand on les revoit, on a l'impression que ça s'améliore, comme s'il y avait toujours une évolution vers la guérison. Mais nous surveillons de très près les enfants qui présentent cela et nous constatons beaucoup de variabilité. Les enfants reviennent, repartent, puis reviennent encore. Il est donc difficile d'avoir une bonne capacité de pronostic sur ce qu'ils sont réellement en train de vivre. Mais si, à chaque fois qu'on les examine, on obtient au moins une image claire de ce qui se passe derrière leur tympan, alors on aura une bien meilleure compréhension de la situation. Est-ce qu'il y a une perte auditive associée à cela? Et, plus largement, comment la situation évolue-t-elle au fil du temps? Et je pense que c'est vraiment essentiel quand on réfléchit à la prise en charge. Les images que vous voyez à droite proviennent d'un enfant que nous suivons dans le cadre d'un suivi régulier. Je trouve que c'est un bon exemple pour illustrer cela. Sur la diapositive suivante, je vous montrerai quelques images, mais l'idée est que nous pouvons aller directement dans la communauté et suivre semaine après semaine des enfants qui ont des infections de l'oreille afin de mieux comprendre comment certains de ces paramètres évoluent au fil du temps chez les enfants. Des enfants avec du liquide dans les oreilles. Voici donc un enfant que nous suivions et à la première semaine, vous voyez un audiogramme ici. Et ce que je voudrais que vous reteniez ici, c'est l'oreille gauche. On observe un peu de pression négative avec un tympanogramme de type C. Et vous pouvez d'ailleurs voir le tympanogramme à droite, la courbe bleue correspondant à l'oreille gauche. On est à la limite d'une légère perte auditive, peut-être dans les basses fréquences, mais dans l'ensemble, cet enfant entend plutôt bien. Et vous voyez ce joli pic sur le tympanogramme. Il n'y a donc pas de liquide dans cette oreille, un peu de pression, mais pas de liquide. En revanche, leur oreille droite, vous voyez, entend moins bien à toutes les fréquences, et en fait, il y a une perte auditive assez importante dans les hautes fréquences. À droite, le tympanogramme rouge est plat, avec une perte auditive associée sur l'audiogramme. Une semaine après, l'oreille droite nous inquiétait vraiment à cause de la perte auditive importante notée précédemment. Et nous n'avions pas beaucoup de temps avec eux ce jour-là. Ils devaient aller à leur école maternelle. Mais nous avons fait un audiogramme rapide, le test auditif, puis un tympanogramme associé. Et en fait, ils entendaient un peu mieux ce jour-là. Mais il y avait encore une perte auditive notable, plutôt légère, donc autour de 25 décibels, et toujours un tympanogramme plat. Donc les choses ne sont pas normales dans cette oreille moyenne, même si peut-être que la situation s'améliore un peu. Nous sommes revenus pour la troisième semaine, nous avions un peu plus de temps avec eux, donc nous avons refait les deux oreilles. Vous voyez à nouveau cette oreille gauche en bleu avec un seuil normal et un joli pic sur le tympanogramme. Mais encore une fois, cette oreille droite entend en fait moins bien que la semaine précédente. On redescend à nouveau. On observe le tympanogramme plat et cette perte auditive qui va maintenant de 25 à 40 décibels. Donc, on arrive à une perte auditive de transmission modérée. Donc, encore une fois, ce qu'il faut retenir ici, c'est que toute cette perte auditive peut fluctuer. Il y a beaucoup de variabilité à ce niveau-là. Mais dans tous les cas, il est assez évident, grâce au tympanogramme, de voir quelle oreille a le problème, très plat par rapport à celle qui va bien. Et dans ce cas, c'est l'oreille gauche qui présente le pic.
Elle présente systématiquement un pic à chacune de ses visites, alors que l'oreille droite est complètement plate. Cette diapositive est un peu une mise en avant, je l'admets volontiers, mais elle permet de montrer comment nous pouvons obtenir ces données tout en soulignant à quel point ces mesures sont simples à réaliser. En pratique, nous effectuons ces enregistrements dans un van que nous conduisons directement au domicile des enfants, ou sur le parking de leur école maternelle, ou encore dans d'autres lieux similaires. Nous pouvons donc sortir ce van, comme vous pouvez le voir sur la photo en haut à gauche. J'ai la sonde, une similaire à celle du docteur. La cour à présenter, c'est juste un autre type de tympanomètre tympanique. Ce petit joue sur iPad. Je place la sonde et il me laisse faire la mesure. Idem pour cet enfant plus âgé. Pas besoin de tenir la sonde pendant qu'elle joue. Nous avons quantifié cela en clinique avec nos audiologistes, notamment chez les enfants vus en ORL pour des drains, même avec des praticiens débutants. Nous réussissons à obtenir une tympanométrie dans 98% des cas. Dans mon labo, on y parvient systématiquement. Il serait très inhabituel de ne pas y arriver. Et ce n'est pas moi qui fais les tests la plupart du temps, c'est mon équipe qui s'en occupe. Certaines sont audiologistes, mais beaucoup sont des étudiants de premier cycle. Nous pouvons former à peu près n'importe qui à réaliser ces mesures. C'est vraiment facile, c'est pourquoi nous pouvons aller dans la communauté et effectuer ces mesures. Diapositive suivante, Carrie. Alors, pourquoi devrions-nous nous préoccuper de cette perte auditive ou y réfléchir? Et c'est parce que si vous souffrez d'une perte auditive lorsque vous êtes un jeune enfant, cela peut avoir des conséquences développementales ultérieures. Il y a eu un très bon article de synthèse par Witten et Polly en 2011 qui a vraiment résumé ces données, tant dans les modèles animaux où nous pouvons vraiment contrôler ce qui se passe, que chez les enfants, il a été clairement démontré que la fusion de l'oreille moyenne peut être associée à des déficits. Cela est lié à de nombreux résultats développementaux différents, comme la parole, le langage et le traitement auditif. Et que ces déficits ne sont pas nécessairement présents uniquement pendant que l'enfant a du liquide. Je pense que beaucoup de gens se disent « Oh oui, bien sûr, pendant cette période, ils peuvent avoir du liquide. Peut-être que ces choses peuvent poser problème. » Mais dès que le liquide disparaît, tout redevient normal. Et ce n'est pas le cas. Certains de ces déficits peuvent persister pendant des mois, voire des années, même après la disparition du liquide, même après la résolution de la perte auditive. Et c'est parce que ces épanchements et la perte auditive associée surviennent pendant des périodes de développement vraiment cruciales. Donc, lorsque nous sommes jeunes et que les enfants sont jeunes, notre circuiterie neuronale dans le cerveau se développe et a besoin d'un apport auditif constant pour se développer correctement. Donc, si pendant ces périodes critiques de développement, il y a des modifications dans l'apport auditif, parce que vous avez une perte auditive d'une oreille, ou peut-être pas de l'autre, que la perte auditive va et vient, cela peut vraiment perturber ce processus de développement et, par conséquent, avoir un impact sur ce type de résultat. Même après la résolution de la perte auditive, l'impact de cette perte auditive sur le cerveau en développement peut persister. Encore une fois, au cours des 3 premières années de la vie, nous avons beaucoup d'informations dans la littérature et issues de nos connaissances en neurosciences. La littérature a clairement démontré que ces 3 premières années de vie sont cruciales pour le développement du langage, mais c'est aussi une période où l'on observe une incidence très élevée d'otite moyenne. Je dirais que 90% des enfants présents dans nos études ont moins de 3 ans. Et donc, encore une fois, le moment où survient cette otite moyenne, le moment où apparaît ce liquide, le moment où la perte auditive y est associée, expose ces enfants à un risque pour certains de ces effets développementaux ultérieurs. Et certains de ces effets, nous n'y penserions peut-être jamais plus tard en les associant à des antécédents d'épanchement de l'oreille moyenne. Donc, cela peut même affecter des choses comme le comportement, la réussite scolaire, à cause de ces effets cumulatifs. Et vous ne verriez jamais un enfant, vous savez, de 6 ou 7 ans qui a des difficultés comportementales en classe et penser « Oh, c'est à cause de tes antécédents d'otite moyenne ». Mais c'est pour cela que nous essayons de mener ces études, pour surveiller de près ces enfants, car nous avons des preuves que ces éléments sont potentiellement liés et probablement associés les uns aux autres. Tu peux passer à la diapositive suivante, Carrie. Ceci provient de l'article de synthèse dont j'ai parlé, de Witten et Polly. Je pourrais passer les 6 prochaines heures à vous parler de tous les effets développementaux potentiels à long terme, mais je pense que c'est un très beau résumé que je voulais simplement mettre en avant. Encore une fois, l'idée principale à retenir est le nombre de conséquences qui peuvent être affectées par cela. Cette synthèse a réexaminé de nombreuses études, listées ici à gauche. Ces études ont surveillé si un enfant avait du liquide dans l'oreille et sa perte auditive associée. Et nous pensons vraiment que c'est un lien très important. Les enfants qui ont peut-être un peu de liquide mais pas de perte auditive ou qui ont probablement un tympanogramme de type A sont sans doute beaucoup moins à risque de subir ces effets développementaux ultérieurs.
Donc, ce sont ce genre d'études, elles ont pris cela en compte. Et donc, vous pouvez voir. Ils ont examiné les résultats concernant la parole, à la fois la perception et la production, ainsi que le langage, aussi bien réceptif qu'expressif, et divers aspects perceptuels et physiologiques. Des mesures objectives des capacités auditives, de traitement et cognitives. Et des résultats et aptitudes scolaires, en quelque sorte. Et ce qu'ils montrent dans le tableau, c'est en quelque sorte quelles mesures de résultats ils ont examinées. Et s'il y avait un effet significatif dû à l'OME ou à la perte auditive. Et vous pouvez voir que tout ce qui est en gras correspondait à un effet significatif. Donc, à travers tous ces différents domaines, nous avons des preuves dans la littérature que l'OME et la perte auditive associée peuvent entraîner des déficits à long terme, même après la résolution de l'OME chez ces enfants. Et il y a une conséquence que je veux vraiment mettre en avant, car nous avons pas mal de preuves dans la littérature concernant l'effet de l'OMU à ce sujet. Je pense que c'est une conséquence qui a clairement été démontrée à plusieurs reprises comme étant un effet à long terme. C'est une conséquence majeure pour les enfants. Carrie, diapositive suivante. C'est ce qu'on appelle l'audition ou le traitement binaural. Cela concerne la façon dont nos deux oreilles collaborent. Et donc, parfois on dit que si on a une oreille qui entend bien, on a assez d'audition pour développer la parole et le langage. Et c'est probablement vrai, mais notre cerveau dépend vraiment des informations provenant des deux oreilles pour accomplir deux choses très importantes. Et cela permet de déterminer d'où viennent les sons ou de localiser les sons, ou de comprendre la parole dans des environnements bruyants, comme une salle de classe bruyante où nos enfants apprennent. Et donc, si un son arrive, comme vous pouvez le voir sur cette image, si un son vient de devant vous, il va atteindre les deux oreilles à peu près en même temps, et il sera probablement d'une intensité similaire lorsqu'il arrivera aux deux oreilles. Et notre cerveau peut en quelque sorte comparer les informations qui arrivent aux deux oreilles pour se dire même timing, même intensité. Donc le son doit venir de devant. Alors que si un son vient d'ici, par exemple, il va en réalité atteindre cette oreille un peu plus vite qu'il n'atteint l'autre. Et votre tête crée en réalité une sorte d'effet d'ombre lorsque le son essaie d'atteindre cette oreille. Ainsi, le son est plus faible dans cette oreille et il y arrive plus tard. Et même si ces différences sont vraiment minimes, que ce soit au niveau de l'intensité ou du temps, notre système auditif est vraiment impressionnant dans sa capacité à les comparer. Et donc, grâce à ces légères différences de synchronisation et d'intensité, il peut déterminer que le son vient d'ici. Il utilise aussi ces mêmes types de propriétés pour filtrer les bruits de fond, si vous essayez de l'écouter. Vous savez, si un enfant essaie d'écouter son voisin en classe qui est assis à sa gauche, il utilise toujours ce même type d'information pour se concentrer dessus et atténuer une partie du bruit de fond. C'est donc une capacité de traitement auditif très importante chez les enfants et on voit dans la littérature que les déficits à ce niveau peuvent persister pendant des mois, voire des années, après la résolution de l'OME. Nous avons également pas mal de preuves issues de modèles animaux où l'on peut en fait mettre du liquide dans l'oreille moyenne, placer un bouchon d'oreille et les surveiller de manière très précise. Parfois, il est difficile de réaliser ces mesures de résultats et de surveiller les choses de façon très précise chez les enfants. Nous avons aussi des études sur des modèles animaux qui suggèrent également qu'il s'agit d'une conséquence potentielle très claire en aval de l'OME. En fait, en plus des mesures comportementales ou des nouveaux tests, la capacité à localiser les sons ou à comprendre la parole dans le bruit chez les enfants ayant des antécédents d'OME se reflète aussi dans leur réponse du tronc cérébral et dans leur réponse physiologique et électrophysiologique. On peut donc placer des électrodes et faire écouter des sons afin d'observer comment le cerveau réagit réellement aux stimulus sonores. Et on peut voir des différences dans des paramètres comme les latences interpixes des ondes et les latences absolues des ondes dans ces réponses neuronales cérébrales, ce qui suggère que leur conduction neuronale est différente chez les enfants ayant des antécédents d'OME. Donc ce n'est pas seulement que nous l'observons sur le plan comportemental, mais nous voyons aussi des preuves. Comme dans la façon dont le cerveau traite ce son, que nous pouvons attribuer à ces antécédents d'otite moyenne avec épanchement. Et donc, encore une fois, si vous avez des déficits dans l'audition binaurale, cela rendrait plus difficile pour les enfants de localiser les sons et de comprendre la parole dans le bruit. Et cela a beaucoup de sens quand on y pense, ce serait une conséquence en aval. Parce que si vous imaginez dans leur petit cerveau en développement, parfois il y a une perte auditive dans cette oreille et parfois dans l'autre, et cela va et vient. C'est beaucoup à gérer pour notre cerveau, alors qu'il essaie simplement de se développer et d'apprendre. Donc, chez un adulte où ce réseau est déjà bien établi, il est possible que cela soit un peu mieux toléré. Mais chez un jeune enfant dont le cerveau est encore en développement, toute cette variabilité de l'audition et la perte auditive liées aux variations de l'otite moyenne avec épanchement peuvent entraîner des conséquences importantes en aval.
Carrie, tu peux passer à la diapositive suivante. Donc, pour essayer de rassembler tout cela, puisque nous savons qu'il est important de prendre en compte la perte auditive associée à l'OME, en quoi le tympanogramme peut-il nous aider? Eh bien, encore une fois, je veux simplement souligner à quel point il est facile de comparer un tympanogramme avec pic à un sans pic. Donc, si vous voyez un pic, la probabilité qu'il y ait du liquide et une perte auditive est vraiment faible. Si vous voyez ce tympanogramme avec un pic, vous pouvez dire cet enfant entend probablement plutôt bien. Il n'y a probablement pas de liquide derrière cette oreille. En revanche, si vous voyez un tympanogramme plat, il y a du liquide derrière cette oreille et il y a probablement une certaine perte auditive. Il se peut que vous ne puissiez pas déterminer l'ampleur de la perte auditive, mais il y en a probablement une. Ainsi, si nous utilisons ce tympanogramme pour apporter de la précision à notre processus diagnostique, cela nous permettra vraiment d'identifier puis de suivre le risque de perte auditive de façon beaucoup plus rigoureuse au fil du temps. Et je pense que la plus grande implication potentielle de cela est la suivante. Nous allons pouvoir déterminer quelle est, en quelque sorte, la prise en charge la plus appropriée pour ces enfants. Donc, en plus de réfléchir à la gestion raisonnée des antibiotiques, nous voulons vraiment identifier quels enfants présentent des pertes auditives répétées au fil du temps. Ce sont ces enfants qui doivent être orientés vers l'ORL pour envisager la pose de drain. Donc, si vous observez beaucoup de tympanogrammes plats lors de ces visites répétées, vous savez encore une fois que le liquide est présent, il y a probablement une perte auditive, mais si vous ne faites pas le tympanogramme et que c'est peut-être un tympanogramme en pic, vous pourriez orienter des enfants qui en réalité n'ont pas besoin d'être vus par l'ORL. Et donc, aux États-Unis, ce processus pour arriver jusqu'à l'ORL et à la pose de drain peut prendre des semaines, voire des mois. Et donc, ce n'est pas fréquent dans certains cas, surtout dans les zones rurales. Cela peut être beaucoup plus long. Les délais d'attente ne sont pas forcément démesurés partout, mais dans certaines régions du pays, j'en ai d'ailleurs parlé avec des collègues au Royaume-Uni. Et au Canada et en Australie, les délais d'attente pour les tubes ou les diabolos peuvent varier énormément, allant de quelques semaines à plusieurs mois, voire des années. Et donc, les ressources sont tout simplement différentes selon les endroits. Ainsi, ajouter ce tympanogramme apporte tellement de précision au processus diagnostique que cela nous permet vraiment d'identifier. Voici les enfants qui doivent être vus par un ORL, mais aussi à l'inverse, voici ceux qui n'ont peut-être pas besoin de voir un ORL, que nous pouvons surveiller, garder en soins primaires et adopter une attitude d'observation. Et en quelque sorte, ce seront les enfants avec des tympanogrammes de type A. Ainsi, cela garantit vraiment que les enfants qui ont besoin d'envisager une intervention chirurgicale peuvent y accéder plus rapidement et que nous ajoutons vraiment, encore une fois, cette précision à nos diagnostics. J'espère donc que l'ensemble des informations sur la gestion raisonnée des antibiotiques et l'importance de la perte auditive fait vraiment passer le message. Comment? Il suffit d'ajouter cette mesure vraiment simple et facile à réaliser, en plus de l'autoscopie, pour améliorer la précision de votre diagnostic et les résultats. En fin de compte, chez les enfants qui ont des otites dans votre pratique. C'était ma conclusion. Un grand merci. C'était merveilleux. Excellentes informations. Et je vous suis très reconnaissant et en passant du point de vue du diagnostic à celui de la prise en charge clinique et en considérant également l'impact sur le développement des enfants et tous ces aspects. Nous aurons donc certainement une séance de questions-réponses. Si vous avez des questions, nous serons ravis d'y répondre. J'ai une première question à poser. Alors, dans quelle mesure est-il difficile d'intégrer la tympanométrie dans une pratique? Et l'un ou l'autre d'entre vous peut ajouter des informations ici. Je veux bien commencer. Donc, je veux dire, vous savez, nous avons tous les deux parlé de la fréquence à laquelle nous le faisons. Je pense que c'est vraiment simple. Je pense qu'avec tout nouvel outil, il y a toujours un peu d'incertitude et d'hésitation. Mais je pense que si vous commencez simplement à le faire, vous vous rendrez compte à quel point c'est simple et à quel point c'est bien toléré. Donc, encore une fois, nous avons quantifié cela. Et nous y parvenons environ 98% du temps dans nos cliniques et 100% du temps dans mon laboratoire. Et encore, un fois, ce n'est pas toujours réalisé par des ORL ou des audiologistes très expérimentés qui font cela tous les jours. Par exemple, j'ai formé de jeunes étudiants de premier cycle ainsi que toutes sortes de personnes entre les deux. Donc, vous savez, il n'est pas forcément nécessaire que ce soit le prestataire de soins primaires ou le pédiatre qui effectue la mesure. Il est possible que votre personnel infirmier ou médical, selon vos besoins, soit formé pour effectuer ces mesures et fournir l'information, comme pour un bilan sanguin, un test de labo ou un dépistage visuel. Nous réalisons déjà tellement de types de mesures de ce genre en soins primaires. Donc je pense que c'est un ajout très facile et simple, et je dirais encore une fois que nous y parvenons chez la plupart des enfants. Donc la plupart des enfants le tolèrent vraiment très bien. Est-ce qu'il arrive qu'un enfant pleure ou bouge un peu? Bien sûr. Elles le font aussi lors d'une otoscopie. Je ne vois donc pas de différence majeure entre tympanométrie et otoscopie, comme dans l'exemple du docteur
La Cour a partagé à propos de ce petit d'1 an, il m'arrive souvent d'obtenir ce résultat plus facilement que d'autres. Une vue claire d'un tympan chez un enfant. Oui, et je vais juste confirmer cela. En gros, oui, nos assistants le font avant. Dans certaines cliniques, ce sont les assistants qui le font avant même que le médecin n'entre dans la pièce. Donc, les données attendent le médecin quand il arrive. Oui, je ne sais pas, docteur Lecourt. Pouvez-vous partager votre situation ou celle de votre équipe, de votre infirmière praticienne, quand elle était nouvelle dans votre cabinet et a commencé à utiliser cela grâce à votre passion pour l'intégration de cet outil dans votre pratique? J'adore cette histoire que... Vous partagez avec nous. Oui. Donc, elle était nouvelle en ORL et elle utilisait le tympanomètre environ 5 ou 6 fois par jour. Et pendant la première semaine, il lui a fallu environ une semaine pour s'y habituer, mais c'est tout. Et puis elle s'est dit, je pense que je rate à peu près 100% de mes diagnostics. Et maintenant, c'est génial parce que ça fait plusieurs mois qu'elle utilise cet outil et elle se dit, d'accord, je deviens plus précise avec ça. Et c'est ça qui est génial avec ça. En fait, plus vous le faites, plus vos compétences en otoscopie vont s'améliorer. Parce que ce que vous pensiez être du liquide n'en était pas. Et puis vous vous dites, qu'est-ce que j'ai raté? Exact. Vos compétences en otoscopie progresseront ainsi. Elle est désormais confiante, mais apprécie toujours le tympanomètre. Excellent. Vous avez donc en quelque sorte répondu à la question suivante, mais comment les enfants tolèrent-ils la tympanométrie? Mais je crois que vous l'avez plus ou moins mentionné tout au long de la présentation. L'une des questions était, je vois, Megan, vous avez la main levée. Si vous le pouvez, tapez votre question dans le chat. Je ne sais pas si je peux ajouter votre micro à la présentation et vu les difficultés techniques que j'ai déjà rencontrées avec cette présentation, je préférerais que nous répondions simplement à vos questions. Nous voulons vraiment aborder ce point. Donc, l'une des questions était, formez-vous également d'autres membres du personnel à l'interprétation des tympanogrammes? Oui, donc l'une des relations, ma société, Compassion Medical Education, a avec Myco un partenariat qui fait que lorsqu'un appareil Myco est acheté, vous obtenez des places pour nos cours. J'ai donc des cours en ligne où mon équipe forme les professionnels de santé. Quand utiliser cet outil, comment l'utiliser et comment interpréter les tracés. Et nous avons également un audiologiste qui donne des conseils, en fonction de certaines situations auxquelles il pourrait être confronté. Donc c'est très simple. Et puis vous avez accès à moi-même et à l'audiologiste pour tout problème à l'avenir. Parfait. Voyons voir. Docteur Merchant, peut-être souhaitez-vous commenter cela? Pourriez-vous commenter les réflexes acoustiques ipsilatéraux ainsi que les OEA? Voilà d'autres mesures audiologiques objectives très couramment utilisées en clinique. Dans les deux cas, on s'attend généralement à observer des différences chez les enfants qui ont du liquide dans les oreilles. Les OEA prennent un tout petit peu plus de temps à réaliser qu'un tympanogramme, mais j'ai déjà travaillé dans des cabinets de soins primaires avec des pédiatres qui utilisent les OEA à la place de la tympanométrie, ou une combinaison de ces deux méthodes, parce que cela donne des informations sur l'état de l'oreille interne dans de nombreux cas. Donc, dans certains centres, on utilise des appareils de dépistage par OEA. En revanche, avec les OEA, il est un peu plus compliqué de distinguer les effets d'un problème au niveau de l'oreille moyenne, par exemple la présence de liquide, de ceux d'une perte auditive située dans l'oreille interne. Et donc, on pourrait faire toute une autre conférence là-dessus, mais c'est clairement un autre outil qui peut nous donner une meilleure indication de ce qui se passe réellement, au moins en ce qui concerne la transmission du son dans l'oreille moyenne et la présence éventuelle de liquide. Et c'est pareil pour le réflexe acoustique. Vous savez, le réflexe acoustique nécessite un stimulus très fort. Et donc, je constate que certains enfants n'aiment pas trop ça. Je peux l'obtenir chez beaucoup d'enfants, mais il faut produire un son vraiment très fort pour voir si ce réflexe s'active. Alors que le tympanogramme utilise un son plus doux, donc plus confortable, et il est un peu plus simple à interpréter. Et donc, je pense que dans le contexte des soins primaires, c'est probablement une mesure plus idéale. Et il existe certainement de nombreuses marques et appareils disponibles sur le marché. Mais ce que j'aime avec les appareils Myco, c'est qu'ils sont tellement simples et faciles à utiliser. Et donc, ils sont vraiment adaptés aux cabinets pédiatriques. Et donc, oui, forcément, vu le contexte dans lequel on présente, ça peut peut-être paraître un peu biaisé. Mais même en tant que personne qui a utilisé toutes sortes d'appareils provenant de nombreux fabricants différents, je peux dire que certains sont excellents pour des diagnostics plus complexes, comme ceux qu'on fait en audiologie ou en ORL,
Mais pour un outil de dépistage, quelque chose de vraiment simple et direct à utiliser, je pense que c'est parfait pour un cabinet de pédiatrie. Super, nous apprécions votre témoignage. Donc, une autre question qui se pose, c'est que, en tant qu'audiologiste scolaire, on va suivre les élèves qui présentent du liquide dans l'oreille moyenne afin de s'assurer que nous mettons bien en place des aménagements qui permettent un bon accès auditif. Quels sont les traitements médicaux proposés aux enfants qui ne présentent pas nécessairement d'infection, mais qui souffrent d'un œdème persistant et d'une perte auditive qui en résulte? Oui, tout d'abord, c'est une excellente question. Deuxièmement, j'adore le fait que vous pensiez à l'accès auditif chez ces enfants que vous suivez. Vous savez, du moins aux États-Unis, je pense que lorsque l'on observe un épanchement persistant sans infection, ce sont la grande majorité des enfants à qui l'on pose des drains. Même lorsque l'on observe des otites moyennes aiguës récurrentes, souvent, au moment où ils arrivent chez l'ORL et qu'on leur pose les drains, en fait, nous faisions des analyses bactériennes sur le liquide que nous prélevions pendant la chirurgie. Nous ne voyons pas beaucoup d'agents pathogènes présents. Dans certains cas, oui, mais au moment où les enfants arrivent chez l'ORL, c'est souvent plus une OME qu'une OMA. Et cela en partie parce qu'on sait qu'ils avaient besoin d'antibiotiques, ils en ont reçu, nous avons trouvé le bon antibiotique. Et donc, à ce stade, c'est le liquide qui persiste. La trompe de Stache ne fonctionne pas correctement. Et ce liquide persistant s'infectait de façon répétée, d'où l'OMA, et la pose de drain est une option de traitement très appropriée pour éliminer ce liquide. Et ainsi, il n'y a plus de liquide à infecter. Donc, on résout aussi l'OMA dans d'autres parties du monde. J'ai discuté avec de nombreux professionnels. Vous savez, quand on a des enfants qui n'ont pas accès aux drains ou aux aérateurs pendant des années, dans certains cas, il est vraiment important de penser à leur accès auditif. Certains envisagent d'équiper ces enfants d'appareils à conduction aérienne ou osseuse. Chaque approche a ses avantages et inconvénients, mais il faut surtout penser à l'accès auditif. Une perte de 30 ou 40 décibels durant des mois ou des années peut avoir des effets significatifs à long terme. Donc, il faut réfléchir à la manière de leur offrir un accès auditif si la pose de drain n'est pas appropriée. Je ne suis pas sûre, docteur. Lacour, vous avez d'autres idées pour le traitement? Non, vous avez parfaitement résumé. Je veux dire, c'est l'un de ces cas où nous avons un seuil d'intervention assez bas. Eh bien, je les revois après quelques semaines, disons environ 4 semaines, et j'ai un seuil assez bas pour poser des drains après qu'ils aient reçu des antibiotiques, des corticoïdes et ce genre de traitement. C'est-à-dire que ce liquide, enfin pour reprendre ce que vous disiez, souvent, il ne disparaît pas vraiment. Si c'est juste, si c'est plutôt un phénomène aigu, et ils ont eu une infection des voies respiratoires supérieures, ils attrapent une otite moyenne ou gardent un peu de liquide résiduel. Oui, ça peut se résoudre tout seul, mais pour ceux qui reviennent souvent, oui, très souvent, ce liquide reste là et ils ont besoin de drain. Je pense que c'est pour ça qu'un diagnostic précis est si important. Parce qu'avec un tympan atypique, une tympanoplastie ou d'autres particularités qui compliquent l'examen, il devient difficile de suivre à quelle fréquence le liquide est présent. Et c'est justement cet élément qui est crucial pour savoir s'il faut les adresser pour la pose de tube ou non. Très bien, parfait. Pouvez-vous différencier les tympanogrammes de type B et de type C chez les enfants? Vous n'avez pas mentionné les tympanogrammes de type C qui montrent une pression négative. Je pense que vous l'avez brièvement mentionné, docteur Lacour, lorsque nous regardions les différents graphiques et à quoi ils ressemblent. Mais pouvez-vous donner des informations supplémentaires à ce sujet? Oui, donc quand je vois un type C, et je pense que les données du docteur Merchant l'ont également montré, il peut y avoir une légère perte auditive avec le type C. Cela signifie simplement que le tympan est aspiré vers l'intérieur et qu'il ne bouge pas aussi bien, n'est-ce pas? Donc, il se peut que vous ayez une légère perte de conduction. Je vois ces enfants et je les revois après plusieurs semaines. Et s'ils gardent un tympanogramme de type C, je leur fais passer un test auditif pour m'assurer que cela n'affecte pas leur audition. Assez pour justifier la pose de drain, n'est-ce pas? Pour moi, dès que la pression descend en dessous de moins 175, on commence à observer une certaine perte auditive. Donc, je vais suivre ces enfants. Donc, si je suis en soins primaires, que je les surveille et que je vois une pression négative, peu importe, de 175, ou que c'est un type C, puis que je les revois, disons, un mois plus tard, et que c'est à moins 50, eh bien, c'est vraiment un très bon signe, non? Il y a beaucoup moins de pression, donc beaucoup moins de risque de perte auditive par rapport au type B. Le type B, pour moi, c'est une perte auditive jusqu'à preuve du contraire, n'est-ce pas? J'espère que cela aide. Oui, la question de suivi à ce sujet était vraiment de partager votre recommandation pour le suivi des enfants avec une pression négative.
Alors, est-ce que vous attendez ou est-ce que vous refaites le test ou bien quelle est la meilleure... Pratique? Oui, je les revois dans environ 4 semaines. Et je veux simplement répéter le test et voir comment ils évoluent. S'ils vont dans la bonne direction, c'est parfait. Je continuerai à les suivre jusqu'à ce que ce soit pratiquement résolu. Et puis, vous savez, si je ne suis pas certain, je ferai un test auditif. Donc, si je sais que certains de mes jeunes patients vivent avec une pression négative de 50 ou 100, mais qu'ils n'ont pas de perte auditive, alors tout va bien. Vous savez, je vais simplement continuer à les surveiller tant qu'ils ne développent pas de liquide. Mais oui, je dirais que je leur laisse généralement environ 1 mois à chaque fois pour que ça se résolve et qu'ils s'améliorent. S'ils ont besoin, par exemple, d'un antihistaminique ou quelque chose comme ça, ou si certains ont besoin d'un spray nasal pour aider à ouvrir la trompe d'Eustache, on fera cela. Mais oui, en général, c'est environ 1 fois par mois. Mais encore une fois, je les adresserai à l'ORL. S'ils sont constamment négatifs, alors je veux m'assurer qu'il n'y a pas de perte auditive significative liée à ce type de tympanogramme C. Parfait. Donc, docteur Merchant, avec votre passion pour la tympanométrie ou la réflectance à large bande, l'une des questions était, pouvez-vous en parler un peu plus? Pouvez-vous simplement nous donner une petite introduction sur ce que c'est et comment on l'utilise? Oui. Donc, la tympanométrie standard, celle dont je parle depuis tout à l'heure, utilise, dans la plupart des cas, un stimulus de basse fréquence pour observer comment le tympan se déplace. On l'utilise en pratique clinique depuis plus de 50 ans et c'est un peu notre méthode de référence éprouvée. La large bande est une évolution de cette technique. Le principe de mesure est très similaire, mais au lieu d'utiliser ce stimulus de basse fréquence, on utilise un clic large bande qui contient des informations sur différentes fréquences ou différentes hauteurs de son. Des basses fréquences jusqu'aux fréquences plus élevées, et donc, nous obtenons simplement un peu plus d'informations sur la manière dont le tympan bouge et comment le système de l'oreille moyenne fonctionne sur cette plage de fréquences. Donc, par rapport à ce dont je parlais tout à l'heure, à savoir que la perte auditive peut varier selon la quantité de liquide présente, la tympanométrie large bande permet d'obtenir davantage d'informations, notamment pour estimer l'ampleur de la perte auditive qui pourrait être présente. Et donc, encore une fois, je pense que franchir cette étape pour au moins savoir de façon définitive s'il y a du liquide ou non est une interprétation vraiment importante et très claire. Et c'est quelque chose qu'on devrait probablement voir apparaître en soins primaires, même si pour l'instant la tympanométrie large bande reste plutôt utilisée en aval. Une fois généralisé, cela deviendra la norme, une avancée pour le domaine. On l'utilise de plus en plus en audiologie et ORL pour affiner le diagnostic. Cela confirme un problème d'oreille moyenne avec un tympanogramme plat. Comment pouvons-nous mieux comprendre cela? Quelles sont les véritables implications de cela sur la transmission du son? Et réfléchir à la prise en charge de manière un peu plus nuancée. C'est ici que la tympanométrie à large bande intervient. Donc, en gros, je la considère comme l'étape suivante, l'étape diagnostique plus avancée par rapport à la tympanométrie standard. Mais c'est beaucoup plus récent, c'est vraiment seulement maintenant que cela commence à être sur le point de faire son entrée dans la pratique clinique. Je pense donc que nous devons encore déterminer comment cela va influencer la gestion, où cela va se concrétiser et où cela aura le plus d'impact. Excellent. Eh bien, nous approchons de la fin. Je voulais afficher des informations de contact sur cet écran afin que, si une question n'a pas été abordée, ou si vous pensez à une question plus tard, ou si vous revoyez cette présentation ultérieurement et que vous souhaitez entrer en contact avec le docteur Lacour ou le docteur Merchant, nous puissions répondre à votre question. Vous trouverez mes coordonnées ici. N'hésitez surtout pas à me contacter et je veillerai à ce que nous vous répondions et que vous obteniez les réponses à vos questions. Si certaines questions n'ont pas été abordées pendant la présentation, nous les examinerons et nous reviendrons également vers vous. Je tiens vraiment à vous remercier, à remercier tout le monde de nous avoir rejoints pour cette présentation à l'occasion de la Journée mondiale de l'audition. Je tiens vraiment à exprimer ma reconnaissance. Remerciez le docteur Lacour et le docteur Merchant pour votre temps et pour nous avoir transmis ces informations. Cela a été très bénéfique. Nous espérons que chacun d'entre vous a réellement trouvé une valeur ajoutée ou un bénéfice à entendre ce qu'ils avaient à dire et ce qui fait partie de leur pratique. Alors merci à tous. Nous vous remercions pour votre temps et vous souhaitons une excellente journée. Merci à tous. Merci à tous.